Bonjour Jared Barry. Donc Henri Calalobé. En fait, c'est une revue qui existait, qui était créée par un correspondant du Monde à Dakar qui s'appelait Pierre Biarnès, qui après a été sénateur socialiste et donc il a créé cette revue. Et après cette revue, elle a été reprise par une dame qui s'appelle Paulette de Crène. Et il s'avère que j'ai eu à écrire dans cette revue et cette dame m'a gracieusement cédé cette revue à charge pour moi de la relancer. Et donc le premier numéro pour relancer, je me suis penché sur les rapports entre ce qu'on appelle la France, donc la métropole et l'outre-mer, sachant que l'Afrique l'Afrique francophone était dans l'outre-mer avant les indépendances africaines qui ont lieu entre 58 Guinée et 60 pour beaucoup de pays et 62 pour l'Algérie. Et je me suis dit, bon, il fallait quand même parler de personnages du monde noir qui étaient assez importants. Et donc dès le départ, il y avait 3 personnages qui étaient pour moi fondamentaux. C'est René Maran, le premier noir prix Goncourt de littérature en 1921 sortant de la Première Guerre mondiale. Ensuite, il y avait Félix Éboué qui était le premier noir gouverneur aux Antilles sous le Front populaire en 1936 et après pendant la résistance en 1940 au Tchad, et qui était le premier noir inhumé au Panthéon. C'était assez impressionnant parce que dans les photos de l'époque, c'était en 1949, quand on ramène les cendres de Félix Éboué, la rue soufflait et les Noirs demandent, c'est le cas de le dire. Et il y a aussi évidemment Gaston Monerville, qui était quand même le premier noir président du Sénat pendant une vingtaine d'années. Bon, après, il y a les autres figures, Guy Tyrolien, Aimé Césaire, France Fanon. J'ai choisi pour La Réunion Paul Vergès. Et pour la Nouvelle-Calédonie, Jean-Marie Tjibaou. Et une fois que j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte que mon propos manquait de consistance parce que derrière tout grand homme, il y a une femme. Et donc il fallait aussi que j'aborde le problème des femmes. Parce que les femmes ont toujours joué un rôle, surtout sur le plan culturel. Et je me suis rendu compte qu'en regardant au niveau de l'outre-mer, les femmes qui ont été très actives dans l'entre-deux-guerres, par exemple, évidemment, il y a les sœurs Nardal, qui ont eu le premier vrai salon littéraire du monde noir dans les années 30 à Clamart, et qui en plus de ça étaient bilingues, sachant que l'aîné des filles Nardal, parce que Nardal en question, il n'a eu que des filles, il a eu 6 filles, Paulette Nardal était la première antillaise diplômée d'études supérieures. Elle a eu une licence en anglais à la Sorbonne en 1926. Et à l'époque, la licence était en 4 ans. Puis ça correspond aussi à l'année de parution du roman d'une écrivain des Antilles qui s'appelle Suzanne Lacascade, et qui parlait d'une héroïne antillaise qui revendiquait ses origines africaines et qui avait utilisé pas mal de créolisme dans son roman et s'est fait descendre par la critique. Mais Michel Lacroixville, ce qui est important, c'est qu'elle a écrit plusieurs romans qu'on ne trouve plus, et c'est une femme qui a vécu centenaire. Et je voudrais un peu revenir sur les sœurs Nardal, parce qu'il y a une des sœurs qui s'appelait Jeanne Nardal, qui avait créé une revue qui s'appelle La Dépêche Noire. Et on estime que c'est cette dame, un peu, c'est à partir de ses textes, de ses réflexions, que s'est constituée la matrice de ce qui allait aboutir à la négritude. Quand on parle de la distanciation, de la version brechtienne de la distanciation, c'est que la métropole a toujours eu un regard un peu hautain et condescendant sur l'outre-mer. Et quand on parle d'intersectionnalité, on sait que les femmes sont doublement victimes du racisme en tant que femmes et noires. Et donc, le fait que ce soit des femmes qui se sont investies dans ces cultures, dans ces activités culturelles, et qu'elles ne soient pas assez mises en avant, il fallait quand même redonner aux femmes leur initiative de matrice culturelle.
Et c'est pour ça que je me suis dit, je commence d'abord par parler de ces femmes, au temple des femmes, qui ont œuvré pour le monde noir, mais dont on parle moins. On a toujours parlé des ténors, mais il faut quand même savoir que dans le salon littéraire des Sœurs Nardal, toutes les grandes figures politiques et culturelles de l'entre-deux-guerres noires allaient passer dans ce salon, que ce soit des anglophones ou que ce soit des francophones. Et la moindre des choses, c'était de rappeler ces femmes avant d'évoquer ces illustres personnages. Dans les années 20, il y avait des pères de famille noirs qui envoyaient leurs filles faire des études supérieures. C'était quand même, parce que je vous dis, Paulette Nardal, elle a eu sa licence en 1926. Donc elle a tout un parcours qui aboutit à cela. Et quand on parle par exemple de Suzy Roussy, qui va être la femme d'Aimé Césaire, Aimé Césaire, il a rencontré Suzy Roussy à l'école normale, pas dans la solitude d'un champ de coton. Donc il y avait déjà cette volonté des pères de famille d'envoyer leurs filles faire des études supérieures. Et on est un peu loin du compte actuellement. C'est pas qu'il n'y a pas de femmes qui fassent des études supérieures, c'est au niveau de la reconnaissance de leur implication dans la société, de la vie de la société. Et j'étais obligé de parler de ça. Et en parallèle à cela, il y a aussi une autre dame dont je parle un peu, qui s'appelle une Camerounaise, qui s'appelle Mariam Indécibel, parce que cette dame, elle a eu un destin assez exceptionnel, tragique certes. Elle était en Allemagne avant la Première Guerre mondiale. Son père, qui était richissime, l'avait envoyé faire ses études en Allemagne en compagnie du roi Rudolf Douala Mangabel de Douala et son secrétaire qui s'appelait Ngosodine. Et ces deux personnes vont être exécutées par l'administration coloniale allemande à Douala en 1914. Et donc elle a eu à vivre ce tragique événement. Mais il s'avère que cette dame, dont on ne parle jamais, il y a sur une photo de famille, il y a le musée de Hambourg qui est en train de lui rendre hommage. Le vernissage aura lieu en mi-février avec Rudolf Douala Mangabel et Ngosodine. Et cet hommage, il était initié par 3 femmes en plus. Donc il y avait Florence Zigenthaler, Sueland Hoffmann et Neboudiaï. C'est très amusant parce que Fiona Zigenthaler, c'est une caucasienne. Sueland Hoffmann, c'est une eurasienne, et Neboudiaï, c'est une métisse. Et pour rendre hommage donc à cette dame, qui a une autre particularité, c'est que de son premier mariage, elle a eu un fils qui s'appelait Iwiye Kalalobe, et qui était le vice-doyen des journalistes africains, qui est, comme beau-frère, elle a eu Alioune Diop, qui a créé Présence africaine, qui avait épousé sa deuxième fille, Christiane Yandé Diop. Et elle a une autre fille qui s'appelle Suzanne Diop, qui était la première femme magistrate du Sénégal. Après, il y a son fils David Diop, qui a écrit Coup de pilon aux éditions Présence africaine. Son neveu Elolongaye Pagna Yondo, qui a écrit Cameroun, toujours aux éditions Présence africaine, qui était le frère d'Augusta, l'une des petites sœurs de Mariam Indessi, mais Augusta n'a pas pu élever son fils parce qu'elle est morte, il avait 1 an. Et en fin de compte, je me suis rendu compte en voyant ces 3 personnes du musée de Hambourg, et en plus, cette dame, Mariam Indécibel, quand elle est arrivée à Paris, elle avait son appartement à la rue des Écoles, et des années après, la librairie Présence africaine se trouve en bas. En fait, elle est la matrice de Présence africaine, sans se mettre devant, parce qu'il s'agit de ses fils, de son neveu et de son gendre. Le fait que ce musée de Hambourg lui rende hommage, à l'instar des Rudolf Douala Mangabel ou des Ngosodine, qui ont eu des gros différends avec l'administration coloniale allemande, puisqu'ils ont été exécutés en 1914, c'était surprenant de voir que cette dame qui a vécu cette situation en Allemagne voit ces 2 personnes exécutées en 1914, et après on la retrouve dans la matrice de ce qui va faire Présence africaine. Et je mets ça en parallèle avec les sœurs Nardal, dont les parents, le père a envoyé toutes ses filles étudier en France dans les années 30. Elle, son père l'a envoyé faire des études en Allemagne avant la Première Guerre mondiale. C'était des études, c'était pas pour être femme de ménage ou cuisinière ou quoi que ce soit.
C'était important de mettre ce parallèle entre des pères antillais et des pères africains qui, à des époques assez reculées, ça fait presque un siècle, envoyaient leurs filles faire des études en métropole et dont on ne parle jamais. On trouve les écrits sur les hommes, mais pas sur les femmes. Parce que, bon, on vit dans des sociétés misogynes, ce qui fait qu'on ne veut pas donner la profondeur historique à l'apport des femmes dans n'importe quel secteur d'activité, notamment le secteur culturel, qui pour moi, par essence, est féminin. Parce que les premières berceuses qu'on entend sont nos mères qui les chantent, c'est pas le père qui vient de chanter la berceuse. Et c'est le premier souvenir culturel qu'on a, c'est la berceuse de la mère. Donc pour moi c'est ça. Et c'est aux Antilles, ils ont une expression, ils parlent de femme potomitan, c'est-à-dire que c'est la femme qui est le pilier de la cellule familiale. Et puis souvent il y a eu des problèmes de monoparentalité, c'était les femmes qui devaient élever la famille, quoi. Et cette histoire de potomitan, c'est comme il y a certains proverbes africains ou derrière, pas simplement africains, et on dit que derrière tout grand homme, il y a une femme. Et donc ce proverbe africain, c'est de dire que la femme est le dos de l'homme. Donc sans dos, on ne peut pas tenir debout. Mais tout le temps, ces femmes, leur rôle est occulté pour ne parler que des hommes. Et au niveau de la littérature, que ce soit les sœurs Nardal, Paulette ou Jeanne, que ce soit Suzanne Roussy-Césaire, bon, elle était quand même anormale. Elle a énormément écrit dans la revue Tropique qu'elle avait fondée avec son mari, etc. Mais on ne parle pas assez d'elle. Là, avec ce phénomène de racisme en plus, les femmes devaient jouer un double rôle. D'abord en tant que femme, pour le foyer, et en tant que... C'est elles qui sont les légataires universels du patrimoine, pas simplement génétique, mais culturel. Donc il fallait en même temps transmettre les valeurs sociales de la cellule familiale noire et en même temps les assembler avec les nouvelles valeurs caucasiennes dans un rapport colonial. Donc il y avait vraiment un double effort à faire pour elles. Elles devaient s'intéresser aux deux cultures pour les transmettre de la même manière à leurs enfants, peut-être encore plus que les hommes. Parce que ce sont des femmes, c'est elles qui sont au foyer, c'est elles qui vont s'occuper de l'éducation des enfants, au moins jusqu'à leur préadolescence. Et à partir de là, elles ont un rôle prédominant. Parce que toutes ces bases, elles vont être inculquées aux enfants par des femmes. Dans la cellule familiale, c'est beaucoup plus celles qui vont contrôler le retour de l'éducation scolaire, beaucoup plus que les hommes. Je ne veux pas dire que les hommes ne s'y intéressaient pas, mais c'est un rôle qui a toujours été attribué aux femmes. Mais là, on était arrivé à une période avant la Première Guerre mondiale et dans l'entre-deux-guerres, il y a eu beaucoup de débats d'idées. Et il ne faut quand même pas oublier que le droit de vote des femmes a été reconnu assez tard dans les pays occidentaux. Et donc il y avait cette pression sur les femmes et qui faisait qu'on va occulter tout le travail qu'elles ont fait. Et je parle aussi d'une dame, une Anglaise qui s'appelait Nancy Kullard, qui a quand même publié une anthologie de la poésie africaine à Paris. Elle vivait au quartier de Montparnasse où il y avait une grosse effervescence culturelle en 1930. Mais on n'en parle jamais. Et après elle, quand on parle de l'anthologie de la poésie négro-africaine de référence, c'est une autre femme qui s'appelle Liliane Kestello. Donc c'est quand même assez sombre. Et puis c'est une anthologie qui date des années 60 ou 70. Et donc on a une dame qui fait une anthologie en 1930, une autre qui fait en 1960 ou 70. Il y a une traçabilité, une continuité de la présence des femmes dans le développement du monde culturel. Et ça, on ne peut pas le nier, mais c'est juste sous-entendu et on ne le révèle pas assez. Et donc le truc, c'était de dire, bon, ah oui, bah, ok, d'accord, il y a eu les hommes, mais il y a aussi des femmes qui ont écrit, qui ont fait ci, qui ont fait ça, mais on n'en parle pas assez.
C'est les obstacles d'abord qu'on rencontre dans toutes les initiatives culturelles, parce que, et justement dans ce numéro spécial, il y a aussi un passage sur la 40e conférence générale de l'UNESCO qui s'était tenue en octobre dernier à la place de Fontenoy. C'est quand même hallucinant de constater que les budgets des ministères de la Culture, il faut savoir que le ministère de la Culture, ça a été créé par André Malraux au début des années 60. Avant cela, il n'existait pas de ministère de la Culture. C'est pour dire le peu de cas que les pouvoirs publics faisaient de la culture, mais que maintenant, en 2020, donc en 2019, la part qui était allouée au budget des ministères de la Culture dans le monde entier, au maximum, c'était 1,5% du budget national. Ce qui est rien du tout. Même dans les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Union européenne, c'est 1,5%. Donc déjà, il y a une défiance des pouvoirs publics par rapport à toute initiative culturelle, parce qu'il faut qu'elle soit contrôlée par le politique, parce que le politique n'aime pas ne pas avoir la main mise sur le culturel, parce que les gens s'identifient beaucoup plus spontanément au culturel qu'au politique. En plus de ça, maintenant, si c'est un homme noir, ça ne va pas. Alors si c'est une femme noire, c'est pire. Donc il y a tous ces obstacles structurels et infrastructurels au niveau des mentalités qui vont se poser pour que ces initiatives culturelles des femmes noires ne puissent pas aboutir. Et quand on parle d'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'elles sont victimes d'un double racisme en tant que femmes et en tant que noires, il y a aussi, je voudrais aussi citer quand même l'autobiographie d'Angela Davis qui est assez édifiante là-dedans, où elle montre les rapports qu'elle a eus avec le monde blanc par rapport au fait que ce soit une philosophe engagée, elle avait comme prof Althusser, etc., etc. Et aussi le problème quand même qu'elle avait aussi avec des milieux noirs très très en avance sur la lutte pour l'égalité raciale. Donc ça existe. Et quand je dis que par rapport aux recherches sur lesquelles je suis tombé, et en fin de compte, on se rend compte que oui, bon, effectivement, c'est peut-être Jeanne Nardal qui est à la base du concept de la négritude, mais tout le travail de ces femmes, de ces sœurs Nardal, il va être occulté par le fait que ça va être des hommes qui vont être les ténors de cette revendication identitaire. Mais il y avait des femmes avec eux. Voilà, disons, mon point de vue il est très simple, on vit dans des sociétés misogynes, ça veut dire que, un truc très simple, on n'arrive toujours pas à établir l'égalité salariale, hommes et femmes à égalité de compétences. Déjà, ça c'est un problème de fond. Et ce qui fait que la place des femmes à des postes de responsabilité, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé, alors qu'elles sont de plus en plus diplômées. Et je veux dire que dans le monde entier, on va se rendre compte que dès qu'on arrive après le bac, on va faire bac plus 4 plus 5, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et j'avais aussi assisté l'année dernière à une conférence au Sénat et le thème c'était femmes et entrepreneuriat dans les Outre-mer. Et toutes ces femmes qui étaient là, qui sont présidentes de chambres de commerce et d'industrie, il y en a une, elle a simplement dit ce genre de conférence il y a 30 ans n'aurait pas eu lieu. Donc en 30 ans, on voit, et 30 années au niveau de la sociologie, c'est une génération. Et en 30 ans, les femmes, elles ont inversé la tendance à telle enseigne qu'elles occupent ces postes de responsabilité dans l'outre-mer. Et en même temps, dans ces régions d'outre-mer, on se rend compte qu'elles sont plus diplômées en pourcentage que les hommes. Et donc c'est pour ça que, par exemple, et ça rejoint aussi la notion de la femme potomitan dans les Antilles, la cellule familiale traditionnelle antillaise. Donc il y a toujours ce rôle qui était sous-jacent, mais qu'on ne voyait pas. Et maintenant, malgré qu'il n'y ait pas cette égalité de reconnaissance salariale, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui occupent des postes de responsabilité dans les domaines économiques, culturels, etc., etc. Et que c'est quand même plus de la moitié de la population du monde. En plus de ça, elles vivent plus longtemps. Donc il faut quand même leur donner un minimum de reconnaissance, quoi. Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même de plus en plus d'écrivains femmes noires, que ce soit, qui sont de plus en plus médiatisés,
Et c'est une bonne chose. Mais je ne sais pas si c'est plus ou mieux qu'avant. Je sais juste que c'est plus médiatisé et que peut-être c'est pas assez. C'est ça, c'est tout ce que je peux dire. Et après, peut-être que les engagements, ils ont évolué avec le temps, mais on reste toujours sur une base où on va avoir un double travail des femmes, en tant qu'auteur, personne de culture, et en tant que femme, mère de famille. Et on a beau dire, bon, maintenant c'est vrai que le congé parental pour le père qui est papa, c'est 3 semaines, mais bon, pendant 9 mois, c'est quand même la femme qui porte, etc., etc. Et puis il y a eu beaucoup de problèmes où des femmes, par rapport à leur activité professionnelle, le fait d'être enceinte était mal vu par les employeurs, etc., etc. Il y a toujours cette double personnalité à gérer. Et il y a de plus en plus de femmes qui écrivent, mais il y a toujours eu des femmes qui écrivent. Simplement, c'était beaucoup plus occulté. Au niveau de la musique, c'est pareil. Je veux dire, quand on parle de la musique noire américaine, bon, on parle beaucoup de Louis Armstrong, de Duke Ellington. Bon, on va parler d'Ella Fitzgerald, de Sarah Vaughan, de Billie Holiday. Mais au départ, il y a quand même eu 3 chanteuses qui ont été fondamentales dans l'histoire de la musique noire américaine pour passer du gospel, du blues au jazz. C'est quand même Bessie Smith, Ma Rainey, Mahalia Jackson. Et sans elles, il n'y aurait rien eu. Et c'était vraiment, elles étaient vraiment à la matrice de ça. Et donc il y a toute cette histoire, toutes ces personnes qui ont existé, qui ont eu un apport vraiment plus que substantiel au niveau des relations raciales en Occident, que ce soit aux Amériques, que ce soit en Europe. Il y a toute cette part de l'histoire qui est oubliée, pour ne pas dire occultée, et qui fait que si on persévère à l'oublier, à l'occulter, on ne peut pas avoir tout. Et on ne peut pas tout comprendre. Et dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. Je veux dire, quand il y a une guerre civile, la résistance, il n'y a pas que les hommes. Il y a aussi les femmes, quoi. C'est partout. Sauf que on veut toujours rester dans... Même s'il y a une acceptation du rôle de la femme dans le monde du travail, cette acceptation, elle va être bloquée par le fait que, d'abord, il n'y a pas l'égalité de salaire. Et quand vous allez prendre différentes disciplines, bien sûr, vous avez des stars dans le cinéma, dans la mode, etc., etc. On va toujours se rendre compte, dans le sport, c'est pareil, les cachets des femmes sont moins élevés que ceux des hommes. Au tennis, dans les tournois du Grand Chelem, bon, les femmes ne touchent toujours pas autant que les hommes. Bon, on va dire, parce que les matchs féminins sont moins attractifs, ça ne veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. On a, malgré cette reconnaissance, entre guillemets, le problème de l'égalité salariale, qui va faire que dans une société aussi poussée sur le matériel que la société dans laquelle on évolue, le fait de faire les mêmes efforts et d'avoir moins d'argent, ça vous handicape sur le plan social et économique. Ça, c'est toujours une réalité qui existe, mais ça n'empêche pas le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes sportives de haut niveau. Bon, il faut quand même savoir que les Jeux Olympiques, avant, c'était que pour les hommes, avant qu'on accepte les femmes. Il y a beaucoup de choses comme ça, quoi. Puis maintenant, on pense que ça a toujours été comme ça. Puis bon, toutes les histoires qui sortent dans tous les secteurs d'activité sur les harcèlements vis-à-vis des femmes, dans la cuisine, dans la mode, dans le sport, dans les finances, partout, ça montre bien qu'il y a une conception de la femme, de la part des hommes, que je peux me permettre de ne pas partager parce que, bon, voilà, ça me fait pas kiffer, c'est tout. Elle va prendre très cher. Elle va prendre très cher. Elle va prendre très cher parce que déjà, il y a ce dicton qui est horrible, quoi. Le plus vieux métier de la femme, c'est d'être prostituée. Donc le plus vieux métier de l'homme, c'est d'être proxénète. Donc si une femme écrit un livre comme ça, on va dire que c'est une PUTE. Donc elle va prendre très cher. Elle va se faire dézinguer. Il ne faut même pas qu'elle pense à ça. Ça, c'est mon point de vue, hein. Je réponds.